Au commencement, il n'y avait rien. Puis vint la fièvre, brutale, accompagnée de frissons. Vinrent ensuite les maux de tête, les courbatures et la sensation omniprésente de faiblesse. Nausées, vomissements, douleurs. Et dans la majorité des cas, caractéristiques, apparurent ce que personne ne voudrait voir apparaître sur son corps. Des bubons. Des ganglions lymphatiques, boules disgracieuses de la taille d'un petit pois qui enflent dans des zones comme l'aine, le cou ou les aisselles. Et sans traitement moderne survenait, dans la majorité des cas, la mort. Intraitable. Voilà la peste. 25 millions de morts en Europe au XIVe siècle. La moitié de la population décimée. C'est une histoire que nous connaissons bien. Mais la peste n'est pas qu'européenne. Au XIVe siècle, Alexandrie perdait jusqu'à 70% de sa population. Avant d'arriver en Europe, elle touchait la Chine et tuait des millions de personnes. Plus récemment, au début des années 1890, elle touchait Hong Kong et allait débuter la 3e épidémie de peste mondiale. Très vite, l'Inde serait touchée. Et là-bas, elle va tout changer. 12 millions de morts. Et pourtant, il y a de fortes chances pour que vous n'en ayez jamais entendu parler. Mais en fouillant sur internet, j'ai déniché des albums photos d'époque. Et laissez-moi vous dire que ces photos m'ont ouvert les portes d'une période historique aussi effrayante qu'incroyable. Nous sommes mercredi. Je suis Simon Le Gallio, vous écoutez L'heure de l'histoire, et aujourd'hui, j'aimerais vous emmener dans une histoire de pauvreté, de puanteur, de peur et de domination coloniale. Oui, domination coloniale. Car cette histoire n'est pas seulement une histoire de maladies et de symptômes. Non, elle va restructurer les villes indiennes, instaurer une panique généralisée dans le pays et une méfiance envers le système colonial britannique qui se soldera par l'assassinat en pleine rue d'un homme dont le but était de protéger la ville contre la maladie. Mais alors, pourquoi ? Qu'est-ce qui a pu déclencher dans le traitement de la peste en Inde une colère telle chez le peuple qu'elle a abouti à l'assassinat d'un commissaire britannique chargé de les aider ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui, en concentrant notre focus sur deux villes. Bombay, actuellement Mumbai, et Pune, actuellement Pune. Et tout du long, je vous demanderai de réfléchir, vous, derrière votre écran, à comment vous auriez fait pour régler la situation de la meilleure des manières, et partager vos idées en commentaire. Étonnamment, notre histoire ne commence pas en Inde. Elle commence à plus de 4000 km de là, à Hong Kong. En 1894, Hong Kong est une ville carrefour, un port marchand grouillant de vie, de vapeur et de cargaison. Les rues sont bondées, les navires se succèdent, et la ville joue un rôle vital dans les échanges commerciaux entre l'Empire britannique et l'Asie orientale. Cette année-là, la ville est frappée par une épidémie étrange. Vous reconnaîtrez sans doute les symptômes. Fièvre violente, vomissements, ganglions énormes, mort rapide. La population panique, mais ce que personne ne sait encore, c'est que cette maladie a un nom, ou du moins, va bientôt en avoir un. La peste. Pour votre information d'ailleurs, et pour devenir champion aux 12 coups de midi, c'est à Hong Kong qu'Alexandre Yersin, un médecin franco-suisse envoyé par l'Institut Pasteur, identifie pour la première fois la bactérie responsable et lui donne son nom, Yersinia pestis. Mais à ce moment-là, on ignore encore tout son mode de transmission. Certains pensent que la maladie est transmise par l'air, d'autres par contact direct entre humains. Et pendant ce temps, dans les rues bondées du port de Hong Kong, les rats circulent à leur aise. Et ce sont eux les véritables porteurs silencieux de la peste. Alors quand un navire quitte Hong Kong en 1896 et met le cap vers l'ouest, il emporte dans ses cales des sacs de coton, des caisses d'épices et la maladie. C'est du moins la théorie majoritaire. Et c'est à Bombay, joyau industriel et commercial de l'Empire britannique aux Indes, que débarque cette caisse. Nous sommes en 1896. Bombay est en plein essor. C'est un énorme port, au carrefour des routes maritimes d'Europe, d'Afrique et d'Asie. C'est aussi une plaque tournante économique. Le commerce du coton, les chemins de fer, l'administration coloniale, tout converge vers Bombay. La ville accueille des centaines de milliers de travailleurs venus de tout le pays. Certains rêvent de fortune et d'autres fuient la misère des campagnes. En 1896, on estime que Bombay compte plus de 800 000 habitants. Mais cette croissance fulgurante a un revers brutal. La ville déborde. Elle est divisée. Au nord, sur les hauteurs, il y a les villas britanniques, aérées, et au sud, il y a les zones industrielles et les quartiers ouvriers, densément peuplés et étouffants. On se croirait dans Arcane. Ces quartiers populaires, appelés chols, sont des immeubles de fortune, sans aération, parfois avec une seule latrine pour des centaines de personnes. L'eau est rare, il n'y a pas d'égout, et la chaleur est accablante. Pour les hommes, c'est un enfer humide et puant, et pour les rats, c'est le paradis. L'espace est une ressource rare, la lumière aussi. Alors, dans les couloirs sombres de cette chaule, la maladie ne tarde pas à s'installer. Le premier cas officiellement reconnu apparaît en septembre 1896, dans le quartier populaire de Mandvi.
C'est le docteur Acacio Gabriel Viegas, médecin local respecté, qui alerte les autorités. Il observe des symptômes étranges chez plusieurs patients. Fièvre, vomissements, douleurs, et surtout, vous l'aurez deviné, ces bubons, ces ganglions étranges qui enflent à certains endroits du corps. Il pense évidemment à la peste, mais dire le mot, à ce moment-là, c'est impensable. Une épidémie serait catastrophique pour l'économie. Bombay est un port, alors si le mot peste venait à circuler, les navires ne viendraient plus et le commerce s'arrêterait. Alors, pour protéger les intérêts économiques de la ville, les autorités insistent pour ne rien dire. Mais, avec les conditions de vie de la population, la maladie progresse. En octobre et en novembre, les cas se multiplient. Certains habitants commencent à quitter discrètement la ville. Les autorités locales observent avec inquiétude. Ils sont partagés. À la fin de l'année, il n'est plus possible de nier. En décembre, 3 mois seulement après l'apparition du premier cas, les chiffres sont effrayants. 2544 cas recensés et 1936 morts. Un taux de mortalité monstrueux. Et pourtant, aucune mesure forte n'est prise. L'économie passe avant la santé publique. On impose le nettoyage des rues, quelques habitants suspectés d'être malades sont inspectés, mais clairement, on met la poussière sous le tapis. Et encore une fois, pendant ce temps, la maladie gagne du terrain, et la panique aussi. Les habitants sont terrifiés de mourir de cette maladie abominable. On estime qu'en janvier 1897, près de 400 000 habitants ont fui la ville. Rendez-vous compte, en quelques mois seulement, environ la moitié des habitants a déguerpi. Alors, les usines ferment, les moulins s'arrêtent, Bombay se vide. Les riches partent à la campagne, les classes moyennes suivent peu après, mais dans les quartiers délaissés, la peste continue de faire son œuvre. En mars 1897, l'épidémie atteint son pic. Le total des morts est estimé à plus de 20 000. L'inaction n'est plus tenable. Le gouvernement colonial réagit enfin. Il met en place un comité spécial de lutte contre la peste, et à sa tête, il place un militaire, le brigadier général Ghatakre. Là, on ne parle plus de santé publique, non, on parle de guerre. Et un débat éclate dans les hautes sphères. Deux visions s'opposent. D'un côté, les partisans de la prudence. Ils estiment qu'il faut agir avec tact et respecter les coutumes locales, notamment les rites funéraires hindous profondément ancrés dans la culture indienne. Ils évoquent aussi un souvenir cuisant, celui de la mutinerie de 1857. Quelques décennies auparavant, une révolte massive des soldats indiens contre l'armée britannique avait éclaté. Partie d'un différend religieux, elle s'est transformée en un soulèvement généralisé contre la domination coloniale qui avait fait vaciller l'Empire. Ils ne veulent pas revivre ça. Mais de l'autre côté, certains plaident pour l'action directe. Il faut éradiquer la maladie, coûte que coûte, quitte à heurter les sensibilités. Alors, oui, le spectre d'une rébellion populaire hante toujours les dirigeants. Mais cette fois, la peur de la contagion prend le dessus sur la peur de l'insurrection. En avril, le choix est fait. Ce sera la manière forte. Le gouvernement britannique applique l'Epidemic Diseases Act, une loi spéciale votée en février. Elle donne aux autorités des pouvoirs quasi illimités. Ghatakre dirige désormais la ville comme une zone militaire. Des équipes d'inspection, soutenues par l'armée, sont envoyées dans les quartiers populaires. Elles frappent aux portes, puis elles entrent, souvent sans autorisation, sous les yeux terrifiés des familles. Elles en ont le droit. Les femmes sont examinées, parfois par des hommes, sans ménagement pour les tabous culturels. Les enfants sont séparés de leurs parents. Les soldats fouillent les maisons, déchirent les paillasses, jettent les vêtements suspectés d'être contaminés. Chaque logement est désinfecté à grande eau, parfois à l'aide de pompes motorisées qui projettent des solutions à base de phénol ou de sublimés corrosifs sur les murs, les sols et les matelas. Tout ce qui a pu être en contact avec un malade, y compris les livres sacrés, est brûlé ou emporté. Certaines habitations sont simplement détruites. Les malades, s'ils sont trouvés, sont immédiatement emmenés dans des hôpitaux de fortune ou dans des detention camps, des baraquements surveillés en périphérie de la ville. Il y a aussi les contact camps pour ceux qui ont été en contact avec un malade, les health camps pour les convalescents et les private camps, réservés au personnel médical. La ségrégation religieuse y est fréquente, tout comme l'humiliation. Les patients y meurent souvent seuls, sans rite funéraire religieux. Les corps sont en effet incinérés rapidement, sans cérémonie et sans même prévenir les proches. Cette politique choque. Évidemment, elle révolte. Les familles, par peur de perdre leurs proches, commencent alors à cacher les malades. Pire, ils dissimulent les cadavres pour ne pas qu'ils soient enlevés par les autorités. Et je ne pense pas avoir besoin de vous dire que des corps en décomposition cachés derrière des murs de maisons mal aérées et surpeuplées, c'est pas terrible pour endiguer une maladie mortelle. Et en effet, elle gagne du terrain. Et surtout, elle voyage. Bombay est un port, et des centaines de milliers de personnes ont fui la ville et se sont faufilées dans le pays. Alors la peste s'est très vite engouffrée dans les villages, dans les campagnes et dans les autres villes. Et justement, en décembre 1896, à Poona, actuelle Pune, 2 voyageurs sont inspectés à la descente du train. Et, par une réaction en chaîne,
cet événement allait déboucher sur l'assassinat en pleine rue d'un commissaire britannique et de son escorte militaire. Mais alors, comment on en est arrivé là? Poona est une plus petite ville que Bombay, située à une centaine de kilomètres seulement. C'est un centre administratif et militaire d'importance stratégique, avec une forte présence coloniale britannique. Les autorités savent qu'un exode massif serait catastrophique. Et évidemment, le drame va commencer. Le 2 octobre, 2 voyageurs venus de la capitale portuaire arrivent à la gare, déjà infectés. Ils n'y survivent pas. Ce sont les premiers cas de peste officiellement recensés à Poona. En décembre, des signes de contamination locale apparaissent dans les quartiers les plus densément peuplés, et très vite, la ville bascule. L'administration municipale tente d'abord de contenir l'épidémie par des moyens limités. Un médecin est posté à la gare, chargé d'inspecter les passagers suspects. Des baraques sont dressées près de l'hôpital Sassoon pour les isoler. Mais ça ne suffit pas. En février 1897, Poona compte déjà 308 cas. En quelques semaines, entre 15 000 et 20 000 habitants ont fui vers les campagnes environnantes. Dans ce climat de peur, les voix se multiplient, britanniques comme indiennes, pour réclamer un homme fort, un professionnel capable d'imposer l'ordre sanitaire. Alors, le 10 février 1897, le gouverneur de la présidence de Bombay désigne Walter Charles Rand, 34 ans, ancien d'Oxford et officier du service civil indien, comme président du comité de lutte contre la peste de Pune. Dès son arrivée, Rand rédige un rapport. Il constate une flambée anormale de la mortalité depuis janvier, une propagation rapide et alerte son supérieur. Pune est devenu un centre de peste très dangereux. Peu après, un autre personnage clé entre en scène, le chirurgien capitaine Beveridge, un homme d'action aux idées bien arrêtées. Beveridge n'est pas n'importe qui. À Hong Kong, en 1894, il a participé aux différentes missions pour endiguer la peste, et il se souvient des méthodes extrêmes qui avaient permis d'y juguler l'épidémie. Là-bas, il a vu ce que peuvent accomplir des militaires quand il s'agit d'endiguer la peste. Il est convaincu que Pune a besoin du même traitement. Il en parle à Rand, longuement, intensément. Et il le convainc. Rand accepte. Alors il prépare un plan draconien. Ils procéderont à des fouilles systématiques, maison par maison, quartier par quartier. Il faudra à tout prix retrouver les malades cachés, les morts dissimulés et désinfecter chaque foyer contaminé. Car très souvent, comme à Bombay, les familles refusent d'envoyer leurs proches à l'hôpital, par peur de ne jamais les revoir. Alors, les malades sont cachés dans des greniers, des armoires, des jardins, partout où leur présence pourrait passer inaperçue. L'administration en tire une conclusion. Il faut recourir à des méthodes obligatoires. À partir du 13 mars, 20 équipes de fouilles, bientôt portées à 60, sont constituées. Chaque groupe est composé de 3 soldats britanniques, d'un assistant local, et parfois d'un médecin et d'une femme, chargée d'inspecter les femmes hindoues soumises au purdah. Les opérations durent jusqu'au 19 mai. 218 214 maisons sont fouillées, 338 malades et 64 cadavres sont retrouvés. Les rues à fouiller sont gardées par la cavalerie. Aucun quartier n'est prévenu à l'avance. Les soldats enfoncent les portes, et certains ne les referment pas. On corrige ensuite cette erreur en ajoutant des soldats autochtones munis de marteaux et d'agrafes. À l'intérieur, tout est passé au crible. Si un cas est découvert, la maison est désinfectée de fond en comble. Le sol est creusé sur 10 cm pour tuer les rats. Les murs sont blanchis à la chaux. Des litres de chlorure de chaux liquide sont déversés dans les moindres recoins. Tous les objets suspects sont brûlés, sauf s'ils ont une valeur. Alors, on note leur prix et une compensation est promise. Des camps de ségrégation sont ouverts pour isoler les proches des malades. 5 hôpitaux sont également construits, chacun réservé à une communauté. Hindoue, musulmane, parsie, européenne et un général. À toutes les entrées de la ville, les soldats contrôlent les allées et venues. Personne ne doit fuir, personne ne doit entrer. Pour l'administration britannique, ces mesures sont nécessaires, rigoureuses et efficaces. Le pic de la maladie est atteint en mars, et dès la fin mai, les décès chutent. Beveridge dresse un graphique de la mortalité. La courbe descend. Le comité se félicite. Les mesures sont qualifiées d'énergiques et les officiers militaires d'exemplaires. Mais du côté des habitants de Pune, le tableau est tout autre. Dans les journaux locaux, les témoignages se multiplient. On parle de terreur. Les soldats sont accusés d'avoir pillé, cassé et profané, d'avoir emmené des personnes saines, de s'être comportés de manière obscène avec les femmes. Une pétition affirme « Toutes les femmes sont obligées de sortir de leur maison et de se tenir dans la rue, exposées au regard public pour inspection ». Une réponse officielle affirme qu'ils ont simplement plaisanté avec une femme marathi. Le ton est donné. Un homme âgé, Shripat Gopal Kulkarni, raconte qu'une douzaine de soldats ont fait irruption chez lui, l'ont forcé à se déshabiller, ont palpé son corps, lui ont ordonné de s'asseoir, de se lever, pendant qu'ils tapaient dans leurs mains et dansaient autour de lui. Les plaintes vont plus loin. On parle d'icônes religieuses brisées, de temples profanés, de cuisines, qui sont des espaces sacrés, souillés. Et bientôt, des rumeurs de viol se répandent.
En voyage à Londres en juillet 1897, un membre du Congrès indien nommé Gokhale accorde un entretien retentissant au Manchester Guardian dans lequel il décrit en détail les offenses innombrables commises par des soldats ignorant la langue et méprisant envers les coutumes locales. Il accuse les soldats d'avoir violé 2 femmes. L'une d'entre elles se serait suicidée. Alors, l'affaire provoque un scandale. Mais face à la répression et aux menaces, aucun témoin n'accepte de se manifester. Gokhale est contraint de publier des excuses. Mais la colère ne retombe pas. Le 22 juin 1897, à Pune, Walter Charles Rand rentre d'une célébration donnée pour le jubilé de la reine Victoria. À ses côtés, le lieutenant Charles Ayerst. 2 coups de feu sont tirés. Les 2 hommes sont abattus. L'enquête révèle rapidement les coupables, les frères Damodar, Balkrishna et Vasudeo Chapkar. Ils ont agi par patriotisme, par vengeance. Dans sa déclaration, Damodar raconte « Les soldats ont commis des atrocités. Ils ont brisé des temples, emmené nos femmes. Nous avons voulu frapper le chef. Les 3 frères sont arrêtés, jugés et pendus. » Aujourd'hui, leur acte a sa propre statue à Pune. Mais, à l'époque, il n'adoucit rien. Bien au contraire, l'assassinat de Rand choque profondément l'administration coloniale, qui déclenche alors un réflexe de vengeance et de peur. Une opération massive d'arrestation est lancée. Toute personne soupçonnée de sympathie nationaliste ou d'avoir parlé contre les autorités est arrêtée. La presse indienne est muselée et les recherches sanitaires continuent, mais dans un climat encore plus militarisé. Le meurtre de Rand ne met donc pas fin aux abus ni à la brutalité. Au contraire, pendant plusieurs semaines, il les renforce. Mais cet assassinat spectaculaire marque un tournant symbolique. L'administration réalise peu à peu que la gestion militaire de la peste alimente la haine contre les Britanniques. À Londres, le scandale des violences coloniales et du meurtre de Rand embarrasse le gouvernement. Les ministres démentent, minimisent, parlent d'exagération, de rumeurs, de malentendus culturels. Mais les débats parlementaires montrent clairement un malaise. Plusieurs députés britanniques demandent si les mesures de Pune n'ont pas été trop extrêmes. Le gouverneur Sandhurst, jusque-là inflexible, est alors contraint d'assouplir sa politique sanitaire. Les détachements militaires sont progressivement retirés des opérations sanitaires, les inspections forcées cessent, on crée des comités civils associant des notables indiens pour superviser les campagnes d'hygiène, et enfin, on met l'accent sur la persuasion, l'éducation, la vaccination, et non plus sur la coercition. Parce que oui, la même année, en Inde, Waldemar Haffkine crée le premier vaccin contre la peste. Il le teste d'ailleurs sur lui-même pour en prouver la sécurité. Et à partir de 1898, les politiques de lutte contre la peste changent profondément, en misant sur la coopération locale plutôt que sur la force. Mais tout est loin d'être tout rose pour autant. Jusqu'en 1904, et rien qu'à Pune, la peste infecte 45 000 personnes. Elle en tue 37 000. Et pendant ce temps, à Bombay, on change d'outil. L'épidémie a mis à nu ce que tout le monde voyait sans le regarder en face. La ville asphyxie. Les tchols sont noirs d'humidité. L'air ne circule pas. Il y a toujours cette histoire d'une latrine pour 100 personnes. Et des rats partout. Alors, on décide de guérir la ville en la redessinant. C'est la naissance du Bombay City Improvement Trust. Sur le papier, c'est une mission de santé publique. Ouvrir des boulevards pour faire entrer la lumière, aérer les îlots, casser les goulots d'étranglement où la maladie s'est engouffrée. Mais dans la pratique, des quartiers entiers sont rasés. On trace des percées nettes vers le port et les usines. Énormément de bâtiments sont démolis, mais très peu sont reconstruits. Ceux qui vivaient là sont déplacés plus loin, là où les loyers sont encore à leur portée, c'est-à-dire aux marges, loin des emplois et des services. Beaucoup deviennent sans abri. Le trust est efficace pour abattre, et beaucoup moins pour reloger. Les rapports célèbrent les artères toutes neuves, les façades alignées, les alignements parfaits, mais les familles qui vivaient au ras du sol n'y trouvent pas de place. La nouvelle ville ressemble à une vitrine. Des avenues droites qui relient ce qui compte pour l'Empire, la douane, les docks, les sièges des compagnies. Des façades gothiques et des dômes qui disent la puissance. Alors pour remonter le moral des citoyens et augmenter l'attractivité de la ville, on élève le Taj Mahal Palace. Un geste de fierté indienne, c'est vrai, une promesse de modernité, un symbole de renaissance après la peur, mais pour ceux qu'on a écartés, c'est aussi l'image d'une ville refaite pour d'autres. Une ville où l'on peut dîner sous des lustres, pendant que quelques kilomètres plus loin, on s'entasse encore dans des pièces sans fenêtres. Pendant ce temps, l'épidémie continue, un poil plus contrôlé, au rythme des saisons. Des pics en fin d'hiver, des accalmies avec la chaleur. On a compris le rôle des rats et, plus tard, celui des puces. On mène de grandes campagnes de dératisation et de vaccination. Les régiments quittent peu à peu les opérations de santé, la peste reflue, puis s'éteint. Mais elle a laissé des traces, des pierres manquantes dans des rues jamais rebâties, des familles éparpillées. Dans les archives, on lit que l'ordre a fini par l'emporter, que la courbe a cédé et que la ville a été assainie. Tout n'est pas faux, mais ce que ces phrases ne disent pas, c'est le prix payé.
Elles ne disent pas la confiance perdue quand on arrache un malade à sa mère. Elles ne disent pas la solitude d'un homme qui meurt seul et la peur de savoir que ses coutumes funéraires ne seront pas respectées. Elles ne disent pas le sentiment d'humiliation quand on fouille une maison du seuil au grenier. Elles ne disent pas non plus que la reconstruction a surtout profité à ceux qui tenaient déjà la ville. La peste a causé 12 millions de morts à l'échelle de l'Inde. Alors, si on doit retenir une leçon, c'est peut-être celle-ci. Une épidémie ne se combat pas contre sa population. À Bombay comme à Pune, à chaque fois que la force a pris le pas sur la confiance, la maladie a gagné du terrain et la colère a pris feu. Et à chaque fois qu'on a écouté, qu'on a tenu compte des rites et qu'on a travaillé avec ceux qui vivaient sur place, la courbe a commencé à plier. Facile à dire, un siècle plus tard, j'en ai bien conscience. Mais on l'a vu il y a pas si longtemps, on n'est pas vraiment loin d'une nouvelle épidémie qu'on ne comprend pas. Alors autant regarder l'histoire sans juger et en tirer des leçons qui pourraient nous servir. Le traitement de la peste en Inde aura enfin révélé une évidence. On peut couvrir une ville neuve de pierres sculptées, mais on n'efface pas ce que les habitants ont vécu. Et c'est peut-être ça, au fond, que certains auraient voulu cacher. Merci d'avoir écouté ce podcast ou visionné cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris plein de trucs. Si c'est le cas, pensez à laisser un petit commentaire. Moi, je lis tout et ça me donne vraiment beaucoup de force. Pensez à vous abonner aussi. Et pour ceux qui veulent soutenir le projet ou rejoindre le feed privé où on partage davantage de documents et d'idées, vous pouvez rejoindre le club sur le Buy Me a Coffee en bio. Chaque soutien compte, ça m'aide à rester indépendant. Merci, c'était Simon et on se voit bientôt.